Les supermarchés sont vides depuis ce matin et votre téléphone n'a plus de signal depuis hier soir. Les lumières sont éteintes depuis 3 jours et ne reviendront pas avant des semaines. La radio ne diffuse plus que le grésillement de stations qui ont cessé d'émettre. En ce moment même, des gens qui se croient préparés vont mourir dans les 2 semaines suivant un effondrement majeur. Pas parce qu'il manquait de matériel, de provisions, de filtres à eau ou de lampes rechargeables. Parce qu'ils ont commis 3 erreurs critiques dans les 90 premiers jours. 3 erreurs qui transforment des préparations soigneuses en condamnation à mort. Je vais vous montrer exactement quelles sont ces erreurs, et surtout les actions précises à exécuter. Dans les 24 premières heures, puis dans la première semaine, puis dans les 3 premiers mois. Celles qui décident si vous devenez un survivant ou une statistique anonyme dans les rapports de la préfecture. Voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur un effondrement réel. La période la plus mortelle n'est pas la catastrophe initiale elle-même. C'est la fenêtre de 30 à 60 jours qui suit, quand le désespoir atteint son pic et que l'ordre social disparaît complètement. Dans les effondrements sociétaux étudiés sur les 2 derniers siècles, 40% des morts ne viennent pas de l'événement déclencheur. Ils viennent de ce qui se passe ensuite, dans le silence administratif, quand la solidarité de quartier se transforme en méfiance armée. L'industrie de la préparation ne vous parle jamais de ça. Elle vous vend des sacs tactiques, des barres énergétiques sous vide et des couteaux à 1000 €. Elle ne vous vend pas la séquence du désastre, parce que la séquence du désastre n'est pas brevetable. Aucun équipement n'a jamais sauvé quelqu'un qui n'avait pas compris dans quel ordre la civilisation s'effondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Cette chaîne documente méthodiquement ce que l'industrie de la préparation préfère cacher. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez le premier lien dans la description. Jour 1 à 3, le vide informationnel et les 72 premières heures qui décident de tout. À l'instant où les communications tombent, vous entrez dans le vide informationnel total. C'est là que votre première décision critique détermine tout ce qui suit. Et la majorité des gens la prennent dans la mauvaise direction sans même s'en apercevoir. Sortez-vous pour voir ce qui se passe dans la rue, ou verrouillez-vous immédiatement votre logement. Voilà la vérité contre-intuitive que personne ne dit clairement. Les gens qui sortent immédiatement ont un taux de mortalité environ 70% plus élevé. Plus élevé que ceux qui appliquent un confinement immédiat dans les premières 48 heures. Pourquoi cette différence statistique aussi brutale ? Parce qu'ils s'exposent pendant la période la plus dangereuse de tout l'effondrement. Le moment où la panique n'a pas encore éclaté, mais où le biais de normalité pousse déjà aux décisions mortelles. Heure 1 à 6, le protocole d'évaluation immédiate que personne n'enseigne aux civils français. À l'instant où vous comprenez que ce n'est pas une simple coupure Enedis de quartier, exécutez le protocole des 6 heures. C'est votre fenêtre pour collecter le renseignement critique avant que la situation se dégrade. Premièrement, balayage des communications méthodiques, méthode par méthode. Téléphone fixe, mobile, internet filaire, radio FM, ondes courtes, CB si vous en avez une, documentez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce schéma précis vous indique l'ampleur réelle du désastre en cours. Si seulement les antennes mobiles sont tombées, le problème est probablement local. Si tout est tombé, fixe et internet compris, vous regardez une cyberattaque majeure ou un événement de type impulsion électromagnétique. Stop. Tout ce que je viens de vous décrire, ce sont les bases que vous devriez connaître avant même de regarder cette vidéo. 3 éléments ne tiennent pas dans le format de cette vidéo, et je les ai documentés intégralement dans la recherche de survie. 1. Le protocole complet des 6 heures, avec les checklists imprimables, et les tableaux exacts de consommation d'eau, de nourriture et d'énergie par personne et par jour, sur 90 jours, ajustés au climat français. 2. La grille d'évaluation de communauté, avec les 5 points critiques, pour juger un groupe en moins de 48 heures, sans révéler vos propres ressources ni votre niveau de préparation. 3. La hiérarchie complète des compétences de transition entre consommation et production, avec les techniques européennes pré-industrielles que les communautés rurales françaises utilisaient encore au début du XXe siècle. Tout est dans la documentation, étape par étape, avec les sources historiques vérifiées. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez le premier lien dans la description et récupérez-la maintenant. Je continue. Deuxièmement, évaluation immédiate des services dans votre logement. Ouvrez chaque robinet et notez la pression et la couleur de l'eau qui sort. Testez les appareils au gaz, testez chaque prise avec un simple testeur de polarité. Cette base de données vous permet de comprendre les dégâts d'infrastructure et de planifier la conservation avant que les autres ne réalisent ce qui se passe. Troisièmement, reconnaissance du périmètre, mais pas comme la plupart des gens le pensent. Ne marchez surtout pas dans le quartier en posant des questions aux voisins paniqués. Utilisez l'observation visuelle depuis vos fenêtres, les postes d'écoute, les positions dissimulées derrière les rideaux.
Que font vos voisins exactement? Sont-ils en panique, en préparation silencieuse ou totalement inconscients? Y a-t-il des véhicules ou des personnes inhabituelles dans le secteur? Des signes que d'autres se déplacent déjà? Heure 6 à 24. Vous passez de l'évaluation à l'action concrète. L'eau d'abord, toujours. 3 litres minimum par adulte et par jour, en comptant boissons, cuisine et hygiène minimale. Identifiez immédiatement les sources additionnelles que personne ne pense à inventorier au début. Le ballon d'eau chaude qui contient 150 litres, les réservoirs de toilette mais pas les cuvettes, les glaçons du congélateur. La nourriture exige de comprendre 2 variables que les préparateurs amateurs ignorent presque toujours, la densité calorique réelle et le coût en eau de la préparation. Vos boîtes de cassoulet sont parfaitement inutiles si vous n'avez plus de gaz pour les chauffer et qu'elles exigent de l'eau précieuse pour être consommées. Priorisez les aliments qui ne demandent aucune préparation et ont une densité calorique élevée. Fruits secs, sardines à l'huile, conserves de pâté, miel. Si vous regardez encore, vous savez déjà ce que les autorités françaises ne diront jamais publiquement sur les 72 premières heures. Le protocole des 6 heures, la grille d'évaluation de communauté, la hiérarchie des compétences de transition, tout est documenté dans la recherche de survie. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez le premier lien dans la description et récupérez-la maintenant. Je continue. Jour 4 à 14. La vague de désespoir arrive, avec la précision d'un horaire SNCF. J'ai étudié 23 effondrements sociétaux différents sur les 2 derniers siècles. Du siège de Leningrad à la crise argentine de 2001, en passant par Sarajevo et la guerre civile libanaise. Le schéma est toujours le même, à quelques jours près, indépendamment du pays, du climat ou de la cause initiale. Jour 4 à 7, vous voyez le pillage organisé commencer dans les zones commerciales abandonnées. Jour 8 à 12, les fouilles maison par maison commencent dans les quartiers résidentiels. Jour 10 à 14, la première violence ciblée contre les familles visiblement préparées. Le basculement psychologique est dramatique et prévisible, avec une précision quasi militaire. Au 3e jour, votre voisin frappe poliment à votre porte et demande de l'aide pour ses enfants. Au 7e jour, ce même voisin l'exige sur un ton tendu, en mentionnant qu'il sait que vous avez des provisions. Au 10e jour, ce voisin que vous saluiez calcule froidement si vos ressources valent le risque de venir les prendre par la force. Votre stratégie pendant cette phase est ce que j'appelle l'invisibilité bénéfique. Apparaître pauvre en ressources alors que vous en avez, tout en collectant méthodiquement le renseignement. Laissez quelques signes visibles que vous avez déjà été fouillé ou que vous luttez comme tout le monde. Un réfrigérateur vide avec la porte entrouverte, quelques boîtes vides dans la poubelle, des chaussures usées près de la porte. Mais surtout, observez sans relâche qui organise quoi, qui possède des compétences techniques, qui devient désespéré le plus rapidement. Cette cartographie humaine devient absolument critique dans la phase suivante. Vers le jour 8, les fouilles deviennent systématiques et intrusives chez les voisins. Au début, les groupes demandent l'autorisation poliment, prétextant un recensement informel, mais très vite ils l'exigent, sans détour, et refuser signifie devenir leur prochaine cible. Préparez immédiatement une petite cache visible que vous pouvez découvrir et partager sous pression. Créez plusieurs cachettes différentes pour vos provisions réelles, jamais centralisées en un seul endroit. Faux fonds dans les meubles anciens, conteneurs enterrés sous le compost, rangements camouflés dans les conduites techniques. Jour 10 à 14, le seuil de violence est franchi pour la première fois dans votre quartier. La violence commence presque toujours par des confrontations verbales sur les ressources entre groupes rivaux. Elle s'étend ensuite aux familles individuelles isolées, qui n'ont pas su s'agréger à un groupe protecteur. Reconnaître les schémas d'escalade, confrontation verbale, menaces, agression physique, vous donne 2 ou 3 jours pour désescalader. Votre posture de sécurité doit évoluer rapidement pendant cette phase critique. L'invisibilité bénéfique du début doit être complétée par une dissuasion crédible et visible. Pas une forteresse qui attire les regards, mais des mesures discrètes et perceptibles. Détecteur de mouvement avec éclairage, caméra factice, panneau d'alarme dans le jardin même sans chien. La clé est de rendre votre propriété plus difficile à attaquer que celle des voisins, sans paraître assez riche pour justifier le risque. Jour 15 à 30, la période de décantation où la formation des communautés et les guerres de ressources commencent simultanément. Votre décision de localisation devient critique de manière irréversible. Les zones urbaines denses perdent environ 90% de leur population par mort ou évacuation au jour 30. Les zones suburbaines pavillonnaires se stabilisent autour de 60% de réduction. Les zones rurales peuvent au contraire voir leur population augmenter avec les vagues de réfugiés urbains. Voilà ce qui est fascinant dans les statistiques historiques de tous les effondrements documentés. Les survivants à long terme ne sont presque jamais ceux qui possédaient le plus de provisions au départ. Ce sont ceux qui ont compris très tôt le paradoxe de la visibilité des ressources.
Avoir des ressources vous garde en vie pendant les premières semaines, mais paraître en avoir vous fait tuer à partir de la 3e semaine. Vers le jour 15, vous voyez le début de ce que j'appelle la grande migration intérieure. Les gens qui étaient restés en espérant un retour à la normale acceptent finalement qu'il faut partir. Cela crée des mouvements de population massifs qui changent la dynamique de chaque secteur traversé. Ces vagues migratoires sont extrêmement dangereuses pour 3 raisons distinctes. Elles amènent des gens désespérés, déshydratés, épuisés, à travers votre zone résidentielle. Elles peuvent submerger les ressources locales d'une commune en quelques heures à peine. Elles incluent souvent des individus qui considèrent la violence comme une solution acceptable et normale. Mais elles créent aussi des opportunités calculées, qu'il faut savoir saisir intelligemment. Elles peuvent retirer les éléments problématiques de votre quartier en les déplaçant ailleurs. Elles apportent des nouvelles et du renseignement sur ce qui se passe dans d'autres régions. Elles incluent parfois des personnes qualifiées, médecins, ingénieurs, anciens militaires, à recruter. Vers le jour 20, les groupes restants commencent à se disputer plus directement les ressources contrôlées. C'est la formation des réseaux de consolidation des ressources stratégiques, des groupes qui contrôlent des puits fonctionnels, des systèmes solaires intacts, des stocks de carburant. Ces réseaux commencent presque toujours comme des accords de protection mutuelle entre voisins prudents. Très vite, ils évoluent en système de tribus, où les groupes faibles paient les groupes forts pour l'accès aux ressources. Au jour 30, le paysage humain a complètement changé autour de vous. Les gens qui restent sont soit des prédateurs organisés, soit des alliés potentiels prudents. Voilà la réalité brutale que la plupart des préparateurs ignorent volontairement. Tenir seul au-delà du 60e jour est essentiellement une forme de suicide différé. Les survivants les plus efficaces ont formé ou rejoint des groupes coopératifs entre les jours 20 et 40. Attendez plus longtemps et vous êtes soit trop faible pour contribuer, soit déjà exclu des réseaux établis. Choisir le bon groupe est littéralement une décision binaire entre la vie et la mort. Rejoignez le mauvais groupe et vous finissez asservi, dépouillé ou utilisé comme bouclier humain. Choisissez bien et vous multipliez vos chances de survie à long terme de manière exponentielle. Jour 30 à 45, la phase d'intégration et de création de valeur dans votre nouveau groupe. Une fois que vous avez rejoint un groupe convenable, votre survie dépend de votre intégration rapide. Cela ne se résume pas à apporter des ressources, c'est se rendre nécessaire à la résolution des problèmes du groupe. Identifier les besoins critiques non couverts dans votre nouveau groupe dès les premiers jours. Le groupe lutte-t-il avec des problèmes médicaux récurrents, des difficultés de purification d'eau, des défis de conservation alimentaire? Positionnez-vous comme la solution à ces besoins critiques, pas comme une bouche supplémentaire à nourrir. Développez plusieurs sources de valeur en parallèle dans des domaines techniques différents. Construisez aussi des relations personnelles solides avec les membres clés du groupe. Vos contributions techniques vous gardent en vie, mais les relations personnelles vous gardent protégés. Vers le jour 45, vous heurtez ce que j'appelle la crise de transition des compétences. Vos ressources stockées s'épuisent inévitablement et vous devez basculer de la consommation à la production. Si vous n'avez pas les bonnes compétences techniques à ce moment précis, vos provisions n'auront fait que retarder votre mort. La survie en phase de consommation, c'est la conservation, la dissimulation, la défense passive. La survie en phase de production, c'est la création, la coopération imposée, la prise de risque calculée. 3 compétences immédiatement productives sont absolument indispensables à maîtriser avant la crise. La gestion complète de l'eau au-delà du simple stockage, identifier les sources naturelles sûres dans votre secteur, ruisseaux, sources captées, anciens puits communaux oubliés. Et construire des systèmes de filtration multicouches avec les matériaux localement disponibles. La conservation et le traitement des aliments sans réfrigération électrique, fermentation lactique, fumage à froid, séchage à l'air, salaison sèche, préparer des repas nutritifs à partir d'ingrédients que les gens ne mangent pas en temps normal, abats, plantes sauvages, escargots, racines. Les bases médicales et hygiéniques sans pharmacie ouverte ni médecin disponible, suturer des plaies profondes, traiter des infections sans antibiotiques de stock. Immobiliser des fractures correctement, gérer une fièvre prolongée sans paracétamol disponible. Les mauvaises conditions sanitaires tuent statistiquement plus de gens dans une crise prolongée que la violence ou la famine combinée. Il existe un point d'inflexion critique entre les jours 70 et 85. Le moment précis où vos efforts de production génèrent plus de ressources que votre groupe n'en consomme quotidiennement. Les familles qui ont atteint ce point au jour 80 ont eu un taux de survie dépassant 90% sur 2 ans. Les familles qui ne l'avaient pas atteint au jour 90 ont eu un taux de survie d'à peine 15% au-delà du 6e mois. Ce qui me ramène à la vérité que personne dans l'industrie ne veut entendre.
Après le jour 90, la connaissance pratique devient infiniment plus précieuse que les provisions stockées. Une famille avec 1 an de nourriture lyophilisée mais aucune connaissance de production devient simplement une cible riche et finit par mourir de faim au 10e mois, quand les stocks, méticuleusement accumulés, sont enfin vides. Une famille avec des provisions de base, mais une connaissance étendue de la conservation traditionnelle, de la purification de l'eau, de la médecine de campagne et de la construction de communautés. Cette famille devient la fondation autour de laquelle une micro-société se reconstruit patiemment. Soyons honnêtes maintenant sur ce que tout cela représente réellement pour vous. La plupart d'entre vous ne feraient jamais face à un véritable scénario complet de 90 jours. La grande majorité des catastrophes sont des perturbations que les systèmes administratifs résolvent en quelques semaines. Mais comprendre ces schémas vous prépare au spectre complet des disruptions possibles. De la panne Enedis, prolongée à l'effondrement complet, en passant par les tempêtes majeures et les crises sanitaires, plus important encore, ces capacités vous donnent une autonomie réelle qui améliore votre vie même, sans aucune crise. Si cette vidéo vous a réellement servi, dites-moi en commentaire quelle phase vous semble la plus difficile à traverser. Lisez le commentaire épinglé sous cette vidéo. J'y ai listé les 3 éléments documentés intégralement dans la recherche de survie qui ne tenaient pas dans cette vidéo. Ceux qui font la différence concrète entre tenir et tomber au 60e jour. Les chaînes officielles ne diront jamais ces choses parce qu'elles préfèrent une population dépendante des secours. Et vous savez maintenant pourquoi cette information vous a été cachée. La question n'est plus de savoir si quelque chose va arriver dans les prochaines années. La fragilité des chaînes d'approvisionnement et des réseaux énergétiques est documentée par les rapports officiels eux-mêmes. La question est de savoir si vous serez celui qui survit aux 60 premiers jours, ou celui que les survivants enterreront discrètement au matin du 61e. Vous avez le choix, et ce choix se fait maintenant, pas le jour où tout s'écroule. Le jour où tout s'écroule, il sera trop tard pour apprendre à filtrer de l'eau, à conserver de la viande sans réfrigération. Trop tard pour reconnaître les plantes médicinales du bord de chemin, ou pour évaluer un groupe en 48 heures. Ce travail se fait avant, dans le silence et la patience, méthodiquement. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, et activez la cloche de notification. La prochaine recherche traite des 3 équipements de survie vendus massivement par l'industrie, qui vous tueront avant le 30e jour. La connaissance ne vous a pas été retirée par hasard ou par négligence administrative quelconque. Elle vous a été retirée méthodiquement, génération après génération, parce qu'une population autonome ne peut pas être contrôlée. Une population qui sait se nourrir, se soigner et se défendre seule reste libre par défaut. Maintenant, cette connaissance est de retour, dans votre main, sur votre écran, et ce que vous en faites ne dépend plus que de vous.